Alors là, on va parler de quelque chose qui est nécessaire, enfin vraiment utile quand on parle de l'emploi, les hard soft skills. Et Pierre est là pour, en tout cas, nous donner toutes les informations dont nous avons besoin pour réussir à nous insérer professionnellement avec les bons, on va dire comme ça, avec les bons atouts, avec les bonnes choses qu'il faut Oui, pour en tout cas s'embarquer dans l'aventure de l'insertion professionnelle, pardon. tout à fait, merci, tout à fait. En fait, tout le monde parle de soft skills et en fait, on a compris le concept. On peut nommer des comportements, des aptitudes, mais en fait, quand on va faire du recrutement, il faut avoir un référentiel de soft skills parce que la clé, ça va être de profiler les postes pour profiler les candidats et comparer les deux. Et si on fait vraiment, si on utilise vraiment des soft skills dans son process de recrutement, on fait s'écrouler le risque comportemental et on fait augmenter la probabilité que la personne réussisse dans le poste. Donc c'est valable, c'est utile pour la personne qui est candidate et c'est utile et indispensable pour l'entreprise aussi. Donc je vais, pardon, partager mon écran parce que j'ai quelques slides à vous proposer en même temps. C'est bon? Tout le monde voit? Donc, on parle d'épanouissement personnel déjà, et il y a un petit gadget qui est un point de repère pour beaucoup de monde qui s'appelle Ikigai. Et on va essayer de réunir, de faire cohabiter le fait d'aimer ce qu'on fait déjà, de faire des choses dont les gens ont besoin, et puis de savoir pourquoi on est payé et être reconnu en étant payé, et puis faire ce pourquoi on est doué. Et donc, c'est ce principe-là qu'on a reproduit dans la gestion des talents. Le concept est donc pas destiné au développement personnel, enfin privé, mais à son activité et son épanouissement socio-professionnel. Donc, social, ça marche très très bien d'ailleurs pour les personnes qui prennent leur retraite, pour être par exemple dans le bénévolat ensuite. Ça marche bien entendu pour les entreprises, les recrutements, l'accès à l'emploi, le reclassement, la reconversion, etc. Donc l'idée, c'est de réunir 4 domaines qui sont essentiels, qui sont de développer la performance naturelle de la personne, de réunir l'épanouissement personnel du collaborateur, de protéger sa santé et de tenir compte, de prendre en compte ses atypismes, c'est-à-dire ses particularités, sachant qu'on va jusqu'au handicap psychique. Donc ça permet de donner du sens, ça permet de reconnaître ses propres différences et de les aimer et de s'aimer comme on est, différent des autres. Et ça permet de se respecter en levant le pied quand je suis fatigué, mais aussi de me laisser m'adonner à ma passion en travaillant. Donc je me réalise et c'est le principe de l'ikigai. Alors, quand on se réalise, on va viser l'accès au flow, c'est-à-dire au bonheur. Le flow, c'est la capacité de produire beaucoup, de travailler beaucoup sans se fatiguer. Et c'est le chemin, en tout cas, un des principaux chemins vers le bonheur. Ça implique d'avoir une prédiction de réussite dans un poste parce que le recruteur, il ne connaît pas forcément le candidat. Et puis le candidat, il se connaît mal aussi. Et il y a certains candidats qui essayent de se contrôler pendant l'entretien pour correspondre le mieux possible au poste. Et c'est justement ce que le recruteur doit surmonter. Et c'est ça le piège que le recruteur doit surmonter essentiellement, parce que sinon, il peut tomber dans le piège de se faire manipuler, volontairement ou involontairement. Donc, il faut tenir compte du besoin du collaborateur de contribuer en valorisant ses aptitudes, ses talents naturels au sein de la mission et donner du sens.
Ensuite, de réunir un environnement favorable, donc collaboratif, managérial, secteur d'activité, métier, de valoriser mes différences, de prendre en compte mes motivations, mes besoins, la diversité éventuellement, et de tenir compte de l'enjeu du poste, du métier de l'entreprise et de la pression qui va être vécue dans ce poste. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle approche RH éthique qui est basée sur un raisonnement systémique, c'est-à-dire il faut prendre en compte la globalité du système de la personne. On a bien sûr tous une essence, et les fondations sur lesquelles se repose cette essence, qui supporte cette essence qui supporte ces fondations, pardon, c'est essentiellement l'empathie, la maturité émotionnelle, la conscience de soi. Après, on rentre dans une couche qui s'appelle le psyché, c'est-à-dire on parle de l'intelligence émotionnelle, de la personnalité, des atypismes, parce que ça va toucher le psychique. Essentiellement, par exemple, on trouve très facilement, de plus en plus facilement, dans le monde du digital, des personnes Asperger, autistes Asperger. Ensuite, on va avoir les mécanismes d'altération de la personnalité, tout ce qui est lié au devoir, je dois, il faut que, les susceptibilités, j'ai peur que, etc. Et après, cet ensemble-là va permettre de faire émerger des soft skills, du savoir-être, des aptitudes. On peut parler de comportement et de formes de motivation aussi. Donc, pour mesurer ça, il faut utiliser une psychométrie systémique, c'est-à-dire une psychométrie qui est professionnelle, avec, pour nous, en tout cas, on est éditeur de psychométrie, et cette psychométrie va permettre d'évaluer 110 données dans une personne, avec une version simplifiée pour les recrutements avec 130 questions, et on va accéder à un référentiel soft skills qui va nous permettre, on va traduire cette personnalité dans un référentiel de soft skills qui va nous permettre de comparer le poste avec le candidat. Donc, il y a une méthodologie de profilage de poste en même temps et un rapport de synthèse pour la restitution. À partir de là, c'est toujours bien de se rappeler ce que c'est que l'avènement des soft skills dans notre société. Je rappelle qu'en 1950 est apparue la première notion des qualifications professionnelles, c'est-à-dire les ouvriers qualifiés, les OHQ, les OQ, etc. Puis en 71, donc c'était uniquement sur du savoir-faire, bien sûr. Puis en 71, on a eu cette loi qui organise la formation professionnelle continue, en France en tout cas, et qui oblige les entreprises à former les salariés et qui donne des droits aux salariés pour se former. En 72, c'est-à-dire il y a 50 ans, on a eu la première apparition de la notion de soft skills dans le training manual de US Army, et il citait 10 compétences de savoir-être qui étaient recherchées par l'armée américaine. En 2004, on voit évoluer en France la formation avec la loi sur le DIF, le droit individuel à la formation, qui était un compteur en heures, cumulable sur 5 ans. En 2008, il y a 14 ans, on voit apparaître les premiers travaux de la Commission européenne sur les soft skills. Donc, vous voyez, ça a mis 36 ans pour passer des États-Unis à l'Europe. En 2013, on a les premières certifications en Europe de talent manager dont j'ai eu la chance de faire partie. Et ça m'a permis de lancer des recherches pour mixer la notion de soft skills et de neurosciences comportementales. On a fait des publications sur la rentabilité de la gestion des talents qu'on a étudiées dans les entreprises. En 2018, j'ai mis en place le premier processus d'évaluation systémique des soft skills, donc des fameux tests de personnalité professionnelle dont je vous parle. Et puis est apparu en 2019 le compte personnel de formation, le CPF. Et vous voyez, il a fallu attendre février 2022 pour que France Stratégie publie le premier document sur les soft skills en demandant aux Français
d'utiliser cette méthode pour favoriser l'innovation et la transformation des organisations. Donc, il y a une prise de conscience en France qui est toute fraîche et aujourd'hui, on se positionne avec 9 années d'avance sur ce marché qui est naissant en France et je dirais en Europe de l'Ouest. Alors, les soft skills, c'est quoi? On a 3 grandes choses à évaluer quand on recrute une personne: son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Son savoir est lié bien sûr à sa culture, à son niveau d'éducation, mais aussi à son expérience, sa connaissance du secteur d'activité dans lequel il va œuvrer. Ensuite, on a son niveau de formation qui va nous permettre, qui va lui permettre d'acquérir des compétences de savoir-faire. Et donc, c'est la notion liée à un diplôme, à une expertise métier. Mais il faut prendre en compte qu'il y a certains métiers qui ne sont accessibles ou certaines compétences qui ne sont accessibles qu'avec certaines aptitudes. Par exemple, si vous voulez apprendre un commercial à négocier, il faut qu'il ait une aptitude qui s'appelle l'écoute. Et l'écoute, elle s'appuie sur l'empathie. Et donc, si le commercial n'a pas d'empathie, vous pouvez lui faire 3 fois le cycle de formation, il n'aura pas une performance élevée à la sortie. Donc, les aptitudes sont à la fois des prérequis à l'acquisition de compétences, et ça, c'est une notion très, très, très importante pour toutes les entreprises et tous les formateurs à comprendre et à retenir. Les aptitudes sont des prérequis à l'acquisition de compétences. Si vous ne comprenez pas ça, les entreprises qui ne comprennent pas ça, elles gaspillent plus de 70% de leur budget de recrutement parce qu'elles ne tiennent pas compte des soft skills, des aptitudes des personnes à acquérir des compétences et en plus à se démarquer des autres. Quand on a tous le même diplôme, la même expérience, à peu près le même âge, eh bien, ce n'est pas le diplôme qui va faire le résultat, on l'a déjà dit tout à l'heure dans les précédents intervenants, c'est l'attractivité, c'est la manière de faire et c'est donc le talent qui va l'emporter sur la compétence à égal niveau. Donc, nous avons créé un outil, tout un dispositif avec des outils, processus, méthodologie, qui s'appelle DESI, Development Systemic Inventory. Donc, c'est la naissance, c'est une vraie innovation, c'est la naissance de l'élévation des tests de personnalité vers un mécanisme systémique de l'humain, où on va gérer les émotions en même temps que les motivations, etc., etc. Donc, on a un référentiel de 70 soft skills, une méthodologie de profilage de poste, etc., avec, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la possibilité de superposer les 2 profils. Et on va jusqu'à un référentiel de 3700 métiers qui sont basés sur le référentiel des métiers européens qu'on a profilé. Et avec ça, on est capable de faire des bilans de compétences, de l'orientation professionnelle, de la reconversion. Et ça, vous allez voir, c'est magique. Je vais vous faire voir un petit extrait tout à l'heure. On va également toucher les questions de la prévention santé, capacité de résilience, exposition à l'épuisement, au burn-out, etc. Et on va bien sûr maîtriser beaucoup les risques de comportement liés à l'employabilité. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez 4 développeurs et vous remarquez, si vous êtes recruteur, qu'ils sont tous très sympathiques. Ils ont tous le même diplôme, ils ont tous la même expérience, le même âge. Eh bien, comment vous allez faire votre choix et sur quoi vous allez vous baser? Alors, malheureusement, on a de temps en temps, aujourd'hui, énormément de recruteurs qui vont dire: «Ah ben, celui-là, je le sens plus» ou alors: «Je le trouve plus sympathique» et cetera. C'est dommage parce qu'on rentre dans une démarche de discrimination et nous, en tout cas, chez Alorem, on est totalement contre cette démarche-là. On est au contraire pour pour accueillir la diversité et pour l'inclusion. Donc, c'est le test de personnalité qui va permettre d'évaluer les aptitudes de chacun des 4 sur le même poste. Donc, le référentiel, c'est le même. Et là, on va voir que Karine, elle a 87% de matching, Linda, 94%, Daniel,
90 et Carole 93. Donc, c'est Linda qui l'emporte sur les aptitudes liées au poste. Ensuite, un autre cas de figure, si on a deux candidats qui ont les mêmes diplômes, le même âge, la même expérience, et qui ont le même matching, tous les deux, ils matchent à 90%, par exemple, eh bien, en fait, on va dire, oui, mais ce poste, il va chercher une orientation client et une meilleure qualité d'écoute pour comprendre le besoin client et le retranscrire ensuite en interne. On va mesurer José. Bien sûr, il a 90%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va voir que son orientation client est à 98 par rapport à l'entente du poste et que sa qualité d'écoute est à 76 par rapport à l'entente du poste. Par contre, Daniel, il a une orientation client à 110%, donc supérieure à l'attente du poste, et une écoute supérieure à l'attente du poste à 105%. C'est donc pour ces raisons-là qu'on retiendra Daniel. Ensuite, pratiquement, pour un demandeur d'emploi, ce qui est intéressant, c'est de mieux se connaître soi-même pour pouvoir étoffer, étayer sa présentation, sa motivation, euh, euh, et orienter peut-être parce qu'un développeur, il peut avoir une relation client ou pas, il peut avoir une spécialité de qualité, de process, de vérification, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de nuances possibles. Eh bien, on a créé un job board qui va mesurer essentiellement, enfin uniquement vos aptitudes, c'est-à-dire qui va évaluer vos talents et détecter vos potentiels. Et on va les lister. Donc, ce job board, vous le trouvez sur alorem.fr. Vous pouvez déposer votre CV et passer gratuitement la suite de 2 tests de personnalité. Ça fait 150 questions. Ça se fait très vite, en 15-20 minutes. Et puis, alors, ce que je peux faire, c'est offrir aux candidats d'aujourd'hui, je ne peux pas le faire en permanence parce que ça va me prendre énormément d'énergie, mais en tout cas, pour les personnes qui vont déposer leur CV aujourd'hui, s'ils ils veulent me joindre derrière, ils me contactent sur job@alorem.fr et je vous donnerai gracieusement, bien sûr, la liste de vos talents pour, que vous pourrez valoriser dans vos candidatures. On a accès directement sur le site avec le menu DAISY en haut, déposer son CV, et puis on le trouve aussi sur la homepage un peu en descendant. Je vous donne également un autre aspect de la gestion des talents. Vous allez voir que pour un candidat précis, on va scanner tous les postes qu'il pourrait occuper. Alors pour certains, ça va être surprenant parce que certains vont être couvreurs ou charpentiers, mais aussi médecins. Donc, en fait, on ne tient absolument pas compte des compétences de savoir-faire et on ne tient pas compte de l'âge, de l'ambition, etc. Ça, c'est le choix du candidat qui va s'appuyer sur cette méthode. Donc, si par exemple, je veux être développeur, on va avoir peut-être une dizaine de postes possibles de développeurs avec des options différentes. Et c'est là où je vais voir que je matche plus pour une des options dans laquelle je serai plus efficace, dans laquelle je me fatiguerai moins et dans laquelle mon employeur ou mon client d'ailleurs pourra être beaucoup plus satisfait du résultat. Donc, vous voyez ici, cette personne a un leadership engagé, principalement engagé et authentique, un peu moins ouvert, et puis elle peut utiliser des postes très, très différents. C'est selon son centre d'intérêt. Donc, ça permet de découvrir vos opportunités de réussite et d'orienter vos études si vous avez 13, 15, 17 ans et, ou 18 ans, et de passer une reconversion, de faire une reconversion professionnelle si vous avez 30, 40, 50 ans et que vous voulez changer de métier. Enfin, on a créé un dispositif de plein emploi, pour plein emploi, donc qu'on a créé pour la France, pour principalement qui a été proposé à la région Île-de-France. Et on va pouvoir organiser tout un dispositif alors qui va correspondre par exemple à une organisation d'un pays.
l'équivalent de Pôle emploi en France, un peu plus moderne quand même. Et on va avoir une job place avec des offres d'emploi internationales, des offres d'emploi du pays, et puis la liste des métiers en tension. Ces métiers en tension sont les métiers pour lesquels on cherche à beaucoup de candidats et on trouve très peu de candidats. Ensuite, on va faire rentrer, alors j'ai repris les termes super que j'ai trouvé super des précédents intervenants qui sont des offreurs de compétences ou des pourvoyeurs de solutions et qui vont donc aller matcher avec des offres tout de suite ou alors ne pas matcher ou alors ne pas savoir ce qu'ils veulent faire. Donc à ce moment-là, on leur offre un bilan d'orientation basé sur la gestion des talents. Attention, ce n'est pas un bilan de compétences qu'on connaît depuis 25 ans en France et qui déçoit 90% des gens. C'est une toute autre génération de bilan qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fine. Qui permet, avec un projet professionnel, d'envoyer la personne en formation ou de lui proposer une création d'entreprise. Et on va mesurer les aptitudes à la création d'entreprise plus la capacité de profiler le profil, de définir le profil de l'associé idéal ou des associés qui seraient complémentaires d'une manière avantageuse au profil du créateur. Ensuite, on a un partenaire qui était représenté tout à l'heure par Mehdi Benikous et qui parle de pépinière d'entreprise avec un incubateur, un accélérateur de développement et bien sûr une solution de financement pour les créateurs, pour les nouvelles entreprises. Mais on ne s'arrête pas là parce que cette gestion des talents va se proposer et permettre aux entreprises d'évoluer. Donc, toutes les fonctions RH, ressources humaines, vont pouvoir bénéficier de ce dispositif de gestion des talents, d'utiliser les soft skills de manière professionnelle et ensuite les recruteurs vont pouvoir l'utiliser de la même manière. L'avantage le facteur différenciant supplémentaire qu'on apporte aux pays qui veulent se développer avec cette méthode moderne, c'est qu'on a une expérience très forte en business intelligence, en intelligence économique, et on va pouvoir analyser les opportunités de développement des entreprises pour créer des emplois correspondant aux pourvoyeurs de solutions, aux offreurs de compétences du métier. Parce que souvent, on a des entreprises qui vont avoir des besoins différents des personnes disponibles avec leurs compétences sur le terrain. Et donc, nous, on va au contraire essayer d'influencer ou de favoriser les créations d'entreprises pour les orienter vers les personnes qui sont en recherche d'emploi. On va donc apporter des facteurs différenciants très importants, à la fois sur le bilan d'orientation, à la fois sur la création d'entreprise, à la fois sur la notion d'accélérateur, d'incubateur, à la fois pour outiller avec un processus RH évolué les entreprises existantes, les anciennes, les grosses entreprises, y compris bien sûr, et bien sûr les petites également, hein, évidemment, et puis d'outiller les recruteurs pour leur apprendre à profiler des postes et à utiliser les outils en question. Bien entendu, avec cet élément supplémentaire qui est celui de la business intelligence, de l'intelligence économique, parce que c'est une clé très, très importante, surtout pour les pays en cours de développement. Pour l'Afrique, vous avez une particularité qui est vraiment très importante par rapport à ce qu'on vit en Europe. Vous avez une démographie qui explose, c'est-à-dire les jeunes arrivent sur le marché, ils vont beaucoup plus vite en croissance en nombre que les entreprises. Et c'est là qu'on peut intervenir pour aider un pays à trouver son équilibre. Donc, on est éditeur de 11 suites de tests de personnalité. Vous pouvez scanner l'accès au job board pour y aller directement. On fait donc, on donne les outils pour les job boards avec une interface pour les job boards qui ne travaillent pas sur les soft skills. Aujourd'hui, tous les job boards travaillent sur les hard skills
Et donc, on leur propose la possibilité de s'interfacer pour venir valider les soft skills de leurs candidats. Bien sûr, dans le monde du recrutement, de la gestion des talents, des nouveaux bilans de compétences, et puis pour permettre aux dirigeants de faire un point sur leur carrière, de se redynamiser, certains en ont besoin. Et pour les entrepreneurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quelles sont mes aptitudes à réussir pour mon entreprise, à ma création d'entreprise, mais aussi quels sont les associés dont j'ai besoin, quels sont les collaborateurs dont j'aurai besoin dès que je vais pouvoir me développer. Et on a au Cameroun, bien sûr, un contact qui nous représente, qui est Opportunité Inde. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu plus bref, mais j'ai essayé de faire court. Je suis disponible pour des questions si vous avez besoin. Eh ben, bravo Pierre, c'est une présentation de grande qualité et je pense que tous ceux qui étaient en ligne et tous ceux qui étaient depuis effectivement le Cameroun à Douala ont dû réellement apprécier cette présentation. Ce qui est important de savoir, c'est que tout ce que nous faisons depuis le début est enregistré et que nous aurons d'ici quelques heures des replays qui vous permettront les uns les autres de voir les présentations qui ont été faites, les votes bien évidemment, mais toutes les autres présentations. Donc ceci, on le tiendra à disposition. En tout cas, un grand bravo Pierre pour tout le travail et l'investissement et l'implication que tu mènes depuis déjà beaucoup d'années, car je te connais un peu à distance, c'est vrai, mais je te connais un peu. Et au passage, j'ai envie de dire que je remercie Mehdi Marc Benikous, qui est un frère d'Algérie, qui nous a mis en relation l'un et l'autre, et j'apprécie beaucoup notre collaboration. Oui, Mehdi est un garçon formidable aussi. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà, Au revoir, Christian. Merci. Au revoir, Pierre.